Voyons. Antithèse au professeur. Professeur, à vous. Ah, il est pas là. Mais là, je peux pas attendre après lui. Faut que je fasse ma critique. Mais avant... On continue le mois des suites avec un jeu sur Wii qui a connu beaucoup d'anticipation. Le premier opus demeure mon jeu préféré sur cette console. Mais maintenant, que peut-on dire à propos de No More Heroes 2 Desperate Struggle? Ce jeu a su attirer l'attention dès l'instant où il a été annoncé. Vraiment, c'était comme si c'était la seconde venue du Messie. Les gamers en tout genre étaient heureux d'avoir la possibilité de connaître la suite des aventures de Travis Touchdown. Car, après tout, peu importe les deux fins que l'on obtient, les deux images sur le destin de notre héros demeurent nébuleuses. Jusqu'à ceci. I'll be back! Oh man! Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. I'm back! En effet, Travis Touchdown est prêt à créer un bain de sang encore une fois. Appelez la Croix-Rouge quelqu'un, car il y aura des dons en profusion, c'est garanti. Ouais, de ça, parlons-en. Mais on est là pour ça, pas vrai? No More Heroes 2 a effectué plusieurs promesses qui ont plus ou moins, ou en fait moins que plus, livré la marchandise au final. Je semble mal partir le bal de cette façon, mais restez attentifs. C'est que No More Heroes 2 avait promis qu'il y aura plus de 50 rangs à échelonner puisque Travis Touchdown se retrouve, 3 ans plus tard après le premier No More Heroes, à la position 51. Assez spécial considérant que le premier jeu est sorti en 2007 et celui-ci en 2010, donc la continuité du jeu a suivi la continuité de ses sorties. En tous les cas, Travis retombe dans le cercle vicieux du UAA en vainquant comme premier adversaire le frère de son premier adversaire original, Helter Skelter, Skelter Helter. Oh boy. Mais non, donnons-lui sa chance. Déjà, on tombe dans l'action, l'humour et la fidélité du personnage de Travis Touchdown et de son univers dans les toutes premières minutes du jeu. Nice! It's called fashionably late fuckface. Boom! Dès le premier affront, le jeu nous dit déjà à quoi il faut s'attendre de lui. Des graphiques nettement améliorés, des animations plus fluides, et ce, tout en gardant les mêmes styles contrastés de design chez les personnages, un gameplay qui répond mieux encore que dans le premier jeu. Faut croire que oui, c'était possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, le jeu a cette fâcheuse tendance d'arrêter en plein milieu et de nous transporter dans un bordel et une main familière donne de l'argent, se rendant vers une cabine avec une femme sexy et... C'est Travis Touchdown qui va visiter Sylvia Crystal. Sérieusement. Les personnages sont cachés, mais à cause des manières et de certains traits évidents comme... Hello? What would you like me to do? Qui d'autre que Travis, contextuellement, peut aller la visiter? Quel intérêt que ce soit un autre? Aucun. Alors la liste de notre mystérieux personnage devient plus trop restreinte. C'est insultant pour être honnête, ces scènes sont malheureusement prétentieuses et inutiles et tout cela mènera à quelque chose que je vous dirai seulement à la fin. Mais sinon, il y a des changements et des ajouts intéressants au jeu bien entendu. Comme par exemple, vous pouvez activer la séquence de la mort de votre adversaire. Comme dans le cas de Skelter Helter, une direction vous sera donnée à l'écran et vous devez l'exécuter pour avancer plus loin. Caricile si vous ne la faites pas? Rien. Vraiment rien. Le jeu attend après vous que vous exécutiez ce qui vous est indiqué à l'écran pour pouvoir continuer. Faites-le et appréciez la scène qui suit. How about you fill us in on everything that's happened since the last game? We're not going to be satisfied until you do, right?
Nice! On va maintenant pouvoir savoir ce qui s'est passé avec Travis Touchdown durant ces 3 dernières années. Oh, give me a break. There are people starting from the sequel who don't care about continuity, you know. Quoi? Besides, it would take forever if I recapped every detail of your fall from greatness. Players would skip it. It's so boring. Well, I guess you got a point there. Quoi? Ceci est la façon la plus insolente d'envoyer chier son public. Le doigt d'honneur est doré. Doré, je vous dis. Si vous tenez à savoir ce qui s'est passé les 3 ans en question, recherchez No More Heroes 1.5. Je ne niaise pas. C'est la seule façon de satisfaire vos réponses avec ce charabia. Allez savoir. J'imagine que c'était une blague qui réfère que tous les jeux racontent des histoires trop longues pour leur propre bien, mais avoir ça directement au début, c'est un solide coup de pied aux couilles, autant de la part de Sylvia que du jeu. Et Dieu sait que dans ce jeu, des coups de pied aux couilles, il y en a beaucoup. Ainsi commencent pour de vrai les aventures de notre anti-héros aux valeurs questionnables. On lui explique que s'il veut redevenir numéro 1 et par le fait même venger son ami Bishop, il devra re-rentrer dans le tournoi du UAA. Vous m'avez bien compris, ce n'est pas forcément coucher avec cette poufière de Sylvia Crystal qui motive notre personnage, mais bien de venger la mort de son meilleur ami. Reste que cela se doit de se faire dans les règles et à Search and Destroy, on parle ici de faire des combats de rang. Comme nous sommes à la position 51, on a un long chemin qui se reste devant nous. Alors commençons sans plus tarder, car la première chose que vous remarquez est que vous pouvez bouger dans l'appartement librement. C'est une évolution du précédent jeu où vous deviez faire des choix selon des points pour aller d'une pièce à l'autre. Bon, si on veut grimper les rangs, il faut sortir. Alors on va dehors et c'est à ce moment qu'on vous offre des choix. Là, t'es après me dire que vous avez échangé le mouvement libre et les choix des écrans de l'appartement et de la carte de Santa Destroy. Une des conséquences est qu'on ne peut plus jouer avec le Spell Tiger, la moto burlesque mais tant amusante de Travis. Ça, c'est sans compter que la liberté offerte du premier jeu vous a au fond été retirée dans le 2. Denied. J'imagine que c'est pour des raisons de stockage de données informatiques, mais il aurait pu couper ailleurs. Quoi qu'il en soit, la carte vous offre le choix de travailler, vous entraîner, magasiner et même combattre pour monter de rang dès maintenant. Hey, une minute! Dans le premier, vous deviez travailler pour faire de l'argent et payer des frais d'inscription pour combattre, ce dont Sylvia a dit que c'était encore le cas. Ce qui fait que travailler rend les mini-jeux plus impliqués pour le gameplay. Là, c'est plus ou moins important puisque vous allez vous faire de l'argent de toute manière lors des stages de combat. Les emplois perdent de leur valeur par conséquent dans No More Heroes 2. D'accord, cela peut accélérer le processus de pouvoir payer ses mises à jour d'épée, de force et de vitalité, mais non d'un chien. Vous récoltez de l'argent en vainquant des méchants lors des stages, je le rappelle. Ça, c'est sans non plus mentionner que No More Heroes 2 n'offre que 2-3 mises à jour d'épée payables et que la plus amusante vous sera donnée plus tard. Quant aux entraînements et aux emplois, eh bien, ils ont un concept sympathique. Ils sont en 8 bits. C'est juste que fréquemment, les pénalités sont cheap. Surtout lorsque vous progressez plus loin dans les entraînements, par exemple. On parle même de fortes montées soudaines de difficulté. Et allant jusqu'à 20 000 $ l'entraînement, tu n'as pas tant le droit à l'erreur. Le jeu peut devenir très frustrant. Alors une bonne partie du fun a été retirée. Mais détrompez-vous, je suis ouvert aux nouvelles idées. C'est juste qu'il faut entendre que certaines ont réussi, d'autres ont échoué. Le design des niveaux, les combats de boss, l'intelligence artificielle des ennemis et le courant de l'histoire en général sont quand même très bien faits. Mince, vous avez même le droit à un combat où quelqu'un défie Travis. Bon, vous devez rencontrer cette personne vous-même, mais c'est cool de voir que parole fut tenue. Le problème, c'est que vous n'avez qu'un seul défi de ce genre dans tout le jeu. Suda a dit que vous allez devoir partir de 51 pour atteindre le numéro 1 sans spécificité et qu'en cours de route, on vous défiera pour votre position. En contexte des promotions et entretiens sur le jeu, cela laissait croire que vous aviez 50 combats à faire en plus d'être défié à plusieurs reprises. Eh bien, comment se fait-il qu'on part de la position 49 à 25 et de 22 à 10 en 2 chapitres?
parce que vous combattez un mecha qui contient plusieurs assassins numérotés contrôlant ce dernier, des meneuses de claques en passant, et à la tête se trouve le footballeur Charlie McDonald à la position 25. Donc faites-lui subir la défaite et vous allez être propulsé jusqu'en 25e position. Ensuite, c'est que la UAA s'emmerde et organise une bataille royale pour atteindre la 10e position. Tout ce que Travis devait faire, c'est que les autres imbéciles se fassent tuer et il prend les restants. C'est littéralement ça. Pas très glorifiant. Pourquoi une demi? Parce qu'on peut au moins avouer que les concepteurs se sont forcés le cul à rajouter une certaine variété dans votre gameplay. D'ailleurs, cette demi peut encore devenir un ancien et vous allez voir très vite pourquoi. Je veux d'abord vous élaborer une belle intention devenue une faute. Les concepteurs ont voulu trop en faire car on a plusieurs genres mélangés. Horror avec le stage de Matt Helms, Stealth avec celui de Chloe Walsh et ainsi de suite. Le design et personnalité de vos pères assassins sont très mémorables à un ou deux parfums près, incluant le fait que vous affrontez Destroyman, mais en étant que deux entités, car ceci lui est arrivé au premier jeu. Ceci a failli être copié au couilles, mais il y a plus pertinent pour ce genre de choses. Parlons-en et faisons un petit retour par le fait même. Pour obtenir votre 10e position, vous devez affronter ultimement Dr. Let's Shake, qui est Let's Shake du premier jeu, converti en son docteur, soit le robot. Ceci nous révèle que Henry, Mr. Sir Henry Motherfucker, oui, le même carbonisé style Han Solo. Attends une minute. Premièrement, et deuxièmement, tu es après me dire que la bataille finale secrète a été un vulgaire mensonge tout ce temps? C'est quoi cette arnaque de merde? Non, je veux savoir et je crois qu'on a tous le droit de savoir et de se faire respecter en tant que joueur. Croyez-moi quand je dis que ce n'est pas plus poussé qu'il faut et que cela donne un effet garoché. Non, j'estime que le compteur est justifié. C'est une grosse insulte. Question de faire plus de changements et de variété, cela dit, on vous apprend qu'une mystérieuse personne a fait du boulot à votre place. Shinobu. Les fans de No More Heroes savent que ce n'est pas la première fois qu'elle se fout le nez dans les affaires de Travis et comme j'ai décrit dans mon top 10 des personnages féminins, on voit son personnage évoluer de la bonne façon. Ce qu'elle fait, c'est elle qui a d'abord tué Million Gunman, qui est un assassin des plus cheap. Quasiment un coup de pied au couille en soi, mais on va être clément. Même chose pour Destroyman ou New Destroyman. Dans ce cas-ci, la première fois, j'étais déçu. Mais à mes joutes suivantes, la pilule fut plus facile à avaler. Mais je dois être d'accord avec Travis. On a fait son travail pour lui. The fuck? Les règles changent selon l'humeur de l'organisation? C'est justement un des problèmes majeurs de sa narration et un bon coup de pied aux couilles. J'ai dit un bon coup de pied aux couilles. Merci. C'est ce que la UAA fait est presque du Deus Ex Machina et c'est vachement chiant. C'est bien beau d'avoir un certain contrôle sur les choses, c'en est une autre de juste faire n'importe quoi parce qu'on a plus d'idées. Le vrai problème cependant, pas si évident à part quand on y pense sérieusement, c'est que No More Heroes 2 a tellement de choses implémentées, mais qui ne semblent ni complet ni poli, qu'on a toujours l'impression qu'il manque de quoi. Un parfait exemple est le gameplay différent de Shinobu à comparer à Travis. Elle peut sauter et elle peut tirer des projectiles. Son contrôle est sinon stiff sur les bords. Il y a de l'effort à reconnaître, c'est sûr, mais il faut aussi dire ce qu'il en est. Parlant de gameplay différent, Henry confrontera dans son rêve une entité en forme de petite fille. C'est quoi cette affaire-là? Je veux bien que Suda51 soit un otaku affirmé, et il ne doit pas être le seul chez Grasshopper, mais c'est quoi ça? Et si on veut continuer, Henry doit la battre à la bonne heure. Pendant ce temps, on arrive enfin un jour et Shinobu démontre des sentiments à un Travis Touchdown qui n'est pas si certain de ce qu'il doit répondre. C'est pourtant évident, mais... I can't. I feel like that pervy teacher in a porn. Travis Touchdown. L'homme qui se cock-bloque lui-même. Si vous faites le calcul, les deux personnages sont d'âge légal. Donc Travis a 30 ans et Shinobu a 21 ans. Même qu'il semble oublier tout cela lorsqu'il reçoit la meilleure arme du jeu gratuitement. Mais avoir fait ce que t'as fait à Shinobu, pas cool Touchdown. Mais tout s'explique car Travis doit être en ferrou. Après tout, il n'y a pas de reflet lorsqu'il est proche de miroir, donc il n'a pas d'arme. Yes! Une joke de roue! Mais attention, on apprend également qu'Henry a tué 3 compétiteurs de Travis. Pas de gameplay pour ça. Rien. Je suis d'accord avec lui. Tu joues à un jeu pour y jouer, pas pour que les jouent à votre place. Une fois ça passe, mais 3? En étant en position 8, à ce moment, Travis reprend les rênes, s'approche néanmoins de son but et c'est là qu'il est en Spell Tiger.
Non, je n'accorde pas ce coup de pied aux couilles pour la simple et bonne raison que son combat contre le numéro 7, soit Ryuji, est un des combats les plus intéressants, intenses et simples du jeu. Vous avez, après tout, une confrontation en moto avant de passer au combat principal et ça, même Chuck Norris en aurait peur. Et là, je vais vous présenter une partie du jeu que j'ai trouvé, comment dire, sans but. On vous dit d'aller au coin des héros, mais encore. Tout ça pour ça? Et c'est tout? C'est quoi le point de faire ça? C'est juste pour dire? Le jeu change pratiquement de cap quand Travis devient philosophe et à caractère dénonciateur. Je n'aurais généralement pas de problème avec ça, mais dans ce cas-ci, ce changement de narration est approché de façon radicale et arrive beaucoup trop de nulle part pour même commencer à l'accepter et l'apprécier. Vers la fin du jeu, des trucs dans le genre vous en sera garoché à tour de bras. Ma théorie est que, comme pour Killer 7 jadis, Suda a trop écrit et a eu trop d'idées. Mais ça a une motivation, une raison d'être. Une fois sa vengeance accomplie, Travis va faire tout en son pouvoir pour faire tomber l'UAA et que ses combats exploiteurs soient mis à terme à jamais. Surtout que vient aussi le temps à Travis de tuer les 5 types qui ont tué Bishop. Mais reste que ces types ont fait l'acte, l'ordre ne vient pas d'eux. Non, l'ordre vient de... Pizza the Hut! Mais non, de ce type. Travis! Took you long enough! Actuellement, il y a beaucoup à dire sur ce personnage. Ce mec est le cadet de l'entreprise Pizza Bat, ou dans le premier jeu, Pizza Bot. Ceci était une mission optionnelle où Travis devait tuer 3 PDG de la même famille pour les empêcher de venir dominer sur Santa Destroy. Alors Pizza Bat, lui aussi, désire se venger de la mort des membres de sa famille et c'est légitime. C'est alors qu'il a tué Bishop. Mais c'est à Travis de fermer le cercle vicieux car fini de rire. Surtout lorsqu'on lui révèle qu'Henry, Shinobu et Sylvia sont morts. Mais non, c'est une blague. Ouais, c'est un coup de pied aux couilles parce que cette révélation rend le tout incel et anticlimatique au final. À part créer un faux sens du drame et tenter pathétiquement d'émotionnellement détruire Travis, c'était quoi le but? These are pretty sweet, actually. Think I can take one of these home? Ah, Travis, t'es cute quand t'es cinglé. Mais la seconde qu'il tue Pizza Bat et qu'il tombe dans le vide, Travis devient le numéro 1 une fois de plus et se fait sauver par Sylvia? Et on roule les crédits? Ça pour révéler ce que je savais depuis le tout début, que Sylvia avait tout perdu, que Travis est venu la chercher pour retourner à Santa Destroy. Ce qui implique que Travis a payé Dieu sait combien de centaines, peut-être des milliers de dollars pour entendre cette blondasse raconter une aventure qu'il a lui-même fait et pour finalement dire « Rentrons chez nous, Santa Destroy a besoin de nous, ultime bullshit! » Et un dernier coup solide, cela dit. Malgré le nombre de fautes que j'ai trouvé, et j'ai dû en manquer quelques-uns, No More Heroes 2 demeure un très bon jeu pour la console Wii. C'est juste que les concepteurs se sont trop donné de liberté et ont essayé de trop faire plaisir à tout le monde. Ce qui donne le résultat qu'on voit là. Et comme tout le monde le sait, trop faire plaisir à tout le monde donne... Ok, il est temps de prendre de l'air, je pense.
faire du bien d'aller prendre l'air. Voyons. Comment ça, je t'ai embarré? Mais qu'est-ce que... Tu avais promis...